Pour moi, le point le plus important, et je pense carrément à faire une fresque au bureau avec ce mot-là, c'est la résilience. Un problème, un faux pas, une chute n'est pas une fatalité. On peut s'en relever. Moi, tout mon parcours, finalement, j'ai appris de la douleur, en faisant des erreurs, qu'elles soient plus ou moins grosses, mais c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui, et c'est ce qui fait que j'ai une vision claire maintenant de où je veux aller. Si en ayant fait des choix, des bons ou des mauvais, je sais pas si c'est un bon ou mauvais. Est-ce qui me rapproche de mon objectif, oui ou non? Entourez-vous des bonnes personnes. Et vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est exactement ça, on l'entend beaucoup, on l'entend partout, par tout le monde. C'est concrètement ça. C'est hyper important d'avoir des gens autour de toi qui ont la même vision que toi ou qui peuvent faire la part des choses et puis te dire attends mais là t'es en train de partir en cacahuète complet quoi. Salut Arben, trop plaisir de te recevoir chez nous aujourd'hui. Je me permets de te présenter pour commencer. Yes. Arben Dalipi, fondateur de l'entreprise Saniterm, entreprise basée à Payerne, active dans le domaine du chauffage et du sanitaire. Tu as commencé l'entrepreneuriat d'abord dans l'informatique. C'est juste. Et ensuite, via une opportunité, que tu nous expliqueras peut-être après, tu as changé radicalement de carrière et tu t'es lancé du coup dans le chauffage et le sanitaire. Exactement ça, ouais. Est-ce que j'oublie quelque chose pour te présenter rapidement? Non, c'est bien ça. J'ai commencé vraiment ma carrière professionnelle dans l'informatique, donc avec un CFC d'informaticien. Sur un coup de tête, vraiment un jour, un déclic chez un client, et je me suis dit, mais en fait, ce que je suis en train de faire là, pourquoi pas le faire pour moi? Ok. Et dès le lendemain, j'ai débarqué dans le bureau de mon ancien patron avec une lettre de démission. Donc vraiment sans aucune stratégie, sans aucune réflexion, simplement un déclic en me disant mais je pourrais bosser pour moi. Donc j'ai déposé ma dème. Dès le lendemain, un mois après, je me retrouve à la maison derrière mon bureau à réfléchir mais par où est-ce que je commence? Ouais. Donc ça c'est juillet 2015. Ok. T'avais quoi environ là, juste pour... J'avais 23 ans, 23 ans Okay. par là autour. Et 6 mois après, donc de juillet à décembre 2015, grosso modo, à essayer de... que des galères en fait, Okay. essayer de rameuter des clients, essayer de générer du lead et du travail. J'ai mis un argent pas possible, mais pas au bon endroit, parce que finalement... personne pour m'aiguiller, il n'y avait pas toutes les formations qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Informatique, pour que je comprenne, c'était quoi? C'était dépannage? Ouais, dépannage, c'était vraiment Ok. orienté solutions pour les entreprises, donc vraiment Ok. la gestion des parcs informatiques des entreprises. Et là, démarcher des entreprises du jour au lendemain comme ça. Et à 23 ans, c'est clair qu'on n'a pas la même crédibilité, quoi. Et décembre 2015, un ami à mon père l'approche parce qu'il voulait construire un immeuble de 6 appartements. Mhm. Il l'approche pour qu'il puisse deviser et chiffrer la partie chauffage sanitaire, parce que mon père fait ça depuis toute sa vie. En fait, il est dans le domaine depuis toute sa vie, mais il n'a jamais osé se lancer tout seul à son compte. Il est approché par son pote là, justement pour voir s'il est intéressé à faire le travail. Autant dire que quand tu es salarié, c'est juste pas possible de faire ce genre de mandat. Et là, je sens une opportunité. Vraiment, je me dis, mais on peut pas laisser passer cette opportunité-là. Alors que tu connais absolument... Alors, j'ai baigné dedans de par mon père, Voilà, mais ok. vraiment... T'as pas de formation j'ai à pas la de base. formation Ouais, là-dedans, ok. Ok. aucune légitimité dans le domaine. Vraiment, c'est parce que je sens qu'il y a une opportunité Mhm. et puis qu'il y a un truc à faire. On en discutait avec mon père et lui, de nouveau, il a quand même un certain âge, des responsabilités. À l'époque, je vivais encore chez eux, mon frère aussi. Donc finalement, cette peur de se lancer dans l'inconnu. Il ne m'a pas suivi sur ce projet-là. Ok. Je me dis, mais je peux pas laisser ça passer ça. Ouais, il faut, on peut pas laisser. Puis on parle d'un chantier à 200K. Ok. Donc pour débuter, c'est quand même, c'est pas négligeable comme tarif. Et là, je contacte mon meilleur pote de l'époque. Et j'en reviendrai, je pense qu'on pourra en discuter un peu plus loin, pourquoi je dis de l'époque. Vraiment, meilleur ami, on a grandi ensemble, qui lui a les 2 CFC.
Donc chauffage et sanitaire. Et vraiment, je l'appelle, je lui dis, écoute, j'ai cette opportunité-là, on peut se lancer, on peut créer quelque chose. On a déjà un chantier à 200K, il suffit juste d'ouvrir une société. Et ce con, je dis ce con parce qu'il me suit dans mon délire, hein, vraiment c'est parti comme ça, de cette opportunité-là, un appel pour lui parler de ce projet-là, et puis lui dire, mais on peut lancer une boîte, et puis il me dit, ok, bon départ. Ok. Donc ça, je te parle, c'est en décembre, entre fin décembre, début janvier. Donc on lance toute la procédure pour créer la société. La société Sanitaire Messairel est créée en février 2016. Ok, ouais, donc pas longtemps après. Pas longtemps après, on démarre l'activité, on démarre avec ce premier projet. Un mois après, sauf erreur, on rentre directement à un nouveau projet, une villa. Donc en l'espace de 2 mois, on est pratiquement à 300K de chiffre d'affaires. Ouais, c'était juste créé. Exactement. Et puis vous étiez 2, quoi. Et on n'était que 2. Ouais. On n'était que 2, sachant que voilà, toujours lui, il n'y a que lui du domaine. Moi, je ne suis pas du tout issu du domaine. Mais finalement, on monte la structure ensemble, on définit les rôles de chacun, qui fait quoi. Donc lui s'occupait vraiment de la partie terrain, exécution. Ouais. Et moi, vraiment toute la partie administrative, faire les devis. Aller dégoter de nouveaux contrats, clients, devis, admin, exactement. Et puis, production et gestion que de la production. Chantier. Ouais, ok. Donc là, quelques mois après, on commence à rentrer les premiers francs qui rentrent sur le compte, des montants faramineux qui rentrent. À 23 ans, tu n'as jamais vu des montants pareils sur ton compte. Magnifique, à part ça. Donc on se dit, c'est dingue. Donc on engage très vite une personne supplémentaire pour le terrain. Et donc, soyons clairs, là, tu n'avais aucune compétence d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue rien du tout. Gestion financière. Rien, strictement rien. Ouais, il n'y avait rien qui était en place, quoi. Ni en communication, ni en gestion d'entreprise. Ouais. Ni en gestion financière. Ok. Donc là, en gros, bouche à oreille, on a eu le mandat, on embauche parce qu'il nous faut du monde. Exactement. Tête baissée, quoi. Exactement. Donc on fonce vraiment avec les œillères comme ça, à l'aveugle total. Vraiment, le seul moteur là, c'est l'envie, finalement, cette fougue de jeunesse où tu te dis, bon, vas-y, advienne que pourra. Et puis, qui est souvent une des... moi, j'ai lancé aussi sur un coup de tête. C'est ça qui est beau. Des fois, ce coup de tête aussi, comme tu disais, il y a des fois on vit encore chez les parents, on a moins de charges aussi personnelles à côté qu'un peu plus tard, quand on a 30 ou 40 ans. Exactement. Mais du coup, par contre, on est très jeune pour le marché, on connaît rien à rien. Aucune expérience. Alors, on ne sait pas ce qu'est la TVA, selon quoi à cette époque. Rien du tout. Toute cette partie-là, mais on était complètement, entre guillemets, largué. Enfin, du moment. Au début, tu n'es pas largué parce que tu n'as pas le retour tout de suite de tous ces éléments-là, mais ça te rattrape vite. Ça te rattrape vite. Et donc là, les 6 premiers mois, vraiment nickel. Quelques petits couacs d'organisation, de gestion, où on sait pas, on n'ose pas demander des acomptes à l'avance parce qu'on se dit on est illégitime entre guillemets dans le milieu parce qu'on est jeune et tout. Donc si on demande des acomptes, on va pas nous prendre au sérieux, donc on le faisait pas tout de suite. Et finalement, quand l'argent commence à rentrer, comme je disais avant, c'est que tu as vite des gros montants qui sont sur ton compte, et puis là on se dit c'est bon, Crésus, et puis on peut tout faire péter. Et c'est un petit peu le début des emmerdes, si je peux dire ça comme ça, en parlant bon français. C'est que cet été, donc là, en août-février, l'été d'après, donc l'été 2016, les premières vacances. Donc là, on se dit, bon, on part à 2 en vacances. Mais pas de chantier rentré pour la suite non plus. Non, mais alors, aucune vision sur du long terme. On est vraiment sur du court terme. On a vision 1 mois à tout casser, sans vraiment pas plus loin que ça, quoi. Et on se dit, bon, c'est bon, on est en vacances, de l'argent sur le compte, vas-y, alors là, c'est bon, tout péter. On fait flamber, on dépense. Et tu rentres, donc tu n'as pas bossé grosso modo 3 semaines, 1 mois l'été. Et là, tu te prends la claque. Tu te prends la claque parce que tu as des factures qui attendent. Et finalement, ça a bien fonctionné. On s'est bien rattrapé, ça a bien fonctionné. On a tiré grosso modo 2 ans ensemble, un petit peu comme ça.
Et à un moment donné, malheureusement, des visions différentes, on faisait plus la part des choses. Il y a un guillemets, je peux le dire, je pense, un petit peu de jalousie qui s'est mis en place entre mais il y en a un qui est sur le chantier, l'autre qui est pas en pantalon de travail toute la journée. Ça évident. Peut créer des conflits, surtout qu'on était vraiment, disons, en part de la société à 50-50. Et ça, je pense que c'est la première erreur dans une association, c'est que pour moi, il faut qu'il y en ait un qui soit supérieur à l'autre au niveau des parts. Parce que simplement que quand il y a un conflit, il faut qu'il y en ait un qui puisse trancher. Ouais, intéressant. Du moment où tu as deux points de vue complètement divergents, il faut qu'un puisse dire non, maintenant stop, on prend cet axe-là. Et que l'autre accepte cette position-là. Exactement. C'est quelque chose, à mon sens, dans une association qu'il faut définir vraiment dès le départ. Ça doit être défini justement, précisément, même par écrit. Il ne faut rien laisser d'oral. J'ai déjà entendu pas mal de fois ce cas de figure où un des associés est sur le chantier ou en production et l'autre est... Quand tu ne maîtrises pas forcément, il y a une compétence métier d'un côté, puis il y a une compétence un peu inconnue de l'autre, et puis que l'autre ne sait pas vraiment ce que l'associé fait, il peut y avoir des conflits. Pour avoir moi-même testé de solo à jusqu'à 5 associés, on a testé donc 2, 3, 4 et 5. C'est effectivement la définition claire des rôles et l'acceptation claire des tâches et des rôles, et aussi qu'est-ce qui se passe en cas de prise de décision stratégique ou comme ça, ça devrait être la base de toutes les discussions d'association. Pour moi, c'est la base, mais c'est extrêmement compliqué de déterminer un cadre précis, puis comme tu le disais, qui fait quoi, et qu'on reste dans qui fait quoi. Parce qu'effectivement, quand on est plusieurs associés, certaines tâches sont peut-être plus sexy que d'autres. Et c'est là que le conflit peut arriver si on ne fait pas la part des choses, et puis que finalement, qu'on se rende compte que quel est le but ? On a un but commun, c'est que la société se développe et puis qu'on puisse arriver à nos objectifs. Et pour y arriver, mine de rien, il y a des zones de génie et puis on doit se focaliser sur nos zones de génie. Donc moi, c'est clair que j'apporte aucune plus-value à aller, moi, personnellement, sur le chantier. Je suis plutôt une encouble qu'autre chose. Ou alors, oui, je vais être un aide à avoir 2 bras, 2 jambes et puis pouvoir proposer de l'aide à ce niveau-là. Mais là, en l'occurrence, c'est toi qui ramenais les mandats et les... Mon job, là, était clairement défini. C'était moi de rentrer du mandat, de faire les devis et puis de pouvoir alimenter la machine, finalement, la machine chantier, quoi. Ouais, je comprends. Donc voilà. C'était vraiment, je pense, là, des problèmes de jeunesse aussi, parce qu'on était extrêmement jeunes à ce moment-là. Et puis, tu n'as peut-être pas la maturité et la mentalité de te dire, OK, chacun a ses tâches. Et de nouveau, comme je le disais, c'est de dire quel est l'objectif commun. Donc ça, je pense, ça a pêché et ça a posé de gros problèmes. OK, donc là, à ce moment-là, il y a une rupture d'association ou Alors ça s'est passé de la manière suivante, c'est qu'un soir, il est venu me voir à l'atelier. On a eu une conversation où là, clairement, ça allait pas. Et si tu fais abstraction de la partie qui fait quoi, où il y a peut-être de la jalousie, je suis pas sûr que ça soit la jalousie le bon terme, mais qui est finalement, c'est clair, une des tâches plus sexy que d'autres. Le deuxième gros problème dans notre situation, c'est la communication. C'est qu'à un moment donné, on était tête dans le guidon, les deux dans nos tâches respectives, et tu as une rupture de communication qui se fait, mais en fait, sans le vouloir. Et du coup de confiance. Exactement. Et pour moi, vraiment, dans l'association, mais je le répète, c'est vraiment définir les rôles clés de chacun, qui fait quoi, et surtout une communication. La communication est super importante. C'est marrant que tu dises ça parce que je parle de mon cas parce que c'est quand même celui que je connais le mieux, mais nous, dans nos règles d'associés, c'est vraiment la première phrase, c'est jamais de non-dit, quoi. C'est le moindre doute, c'est la moindre chose qui peut se transformer en poison ou en doute sur l'autre ou sur ou ce qui est en train de se passer, il y a une discussion directement. Et c'est le plus important pour moi. Il faut en parler. Parce que c'est comme
Ouais, c'est comme un verre dans une pomme au bout d'un moment. Au début, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais au bout d'un moment, ça ronge. Et Exactement, puis, ouais. exactement. La confiance, c'est quand même, c'est comme un couple, hein, comme un mariage. Hein. Donc, s'il n'y a pas la confiance, l'association, elle ne peut pas Mais même, je bien dirais que fonctionner. ça va même plus loin qu'un mariage, parce qu'au final, regarde combien de temps tu passes avec tes associés, avec tes collègues. Donc tu passes plus de temps 8 heures, dans le cadre professionnel qu'avec ta famille. Mhm. Donc à un moment donné, si cette communication n'est pas bonne ou est inexistante, c'est le début des emmerdes. Ouais. Clairement. Ouais. Pour moi, c'est le début des emmerdes et c'est pour ça que, on en reviendra peut-être tout à l'heure sur la suite, mais pour moi, la communication aujourd'hui, c'est primordial. Ouais. C'est numéro 1, vraiment. Ouais, et ensuite là on parle d'association, mais autant avec ses collaborateurs, autant avec ses clients, au final que ce soit interne, externe, plus t'es clair, plus t'es bien droit dans tes bottes et tu sais aussi qu'est-ce que tu veux dire et comment tu dois le dire, c'est s'éviter un lot de problèmes. C'est vrai que je pense dans 90% des cas, ça vient de ces soucis-là. Ah mais clairement. D'une incompréhension ou bien ce qu'on appelle aussi le téléphone arabe où des fois on a des triangulations de communication où le client dit quelque chose à un collaborateur et ce que le collaborateur vient me le redire etc. Puis on se rend compte que entre le message émis à la base et le message qui est arrivé au final, c'est pas tout à fait la même chose. Exactement, Et puis après tu prends ton téléphone et toi tu es déjà dans un état un peu selon quoi énervé, mais en fait le client il n'est pas du tout. Clairement. Du coup ça c'est un gros point la communication. Donc ouais, effectivement, puis c'est ça qui nous a poussé un petit peu sur finalement cette discussion qu'on a eue, mais discussion qui est arrivée beaucoup trop tard selon moi, de se dire mais maintenant stop, on n'a pas la même vision, nos chemins malheureusement se sont séparés il y a déjà quelques temps, mais on voulait pas se l'admettre à nous-mêmes, et puis là c'était vraiment de se dire maintenant ok, on arrête là, nos chemins se séparent. Et puis chacun retourne dans son coin, entre guillemets, et finalement continue sa vie de son côté. Okay. Suite à ça, moi j'avais vraiment un souhait, c'était de garder la société. Ouais, okay. Parce que, mine de rien, alors c'est clair qu'on l'a développé à deux, mais moi ça me tenait à cœur parce que le portefeuille client, toute la partie communication, entre guillemets marketing, qui était pas super développé à l'époque, mais pour moi me tenait à cœur parce que c'est moi qui l'avais fait, c'est moi qui l'avais mis en place et c'est moi qui avais développé finalement toute cette partie carnet d'adresses. Ouais, ok. Alors c'est clair que je peux pas lui enlever ce qu'il a apporté lui parce que sans lui j'en serais pas là aujourd'hui. Il a quand même amené aussi des mandats de par son cercle à lui. Donc ça je le remercie même aujourd'hui pour ça, parce que s'il m'avait dit non à l'époque, j'en serais pas là aujourd'hui. Ça clairement. Mais donc chapeau, parce que tu reprends quand même là une société en perdant au final la compétence bien métier. Sûr, clairement. Donc clairement. le fait d'aller sur un chantier, mettre en place du chauffage, etc. Et voilà. Donc là, tu reprends une société seule. Tu as quel âge là? Là, on est 2 ans après, 25, donc j'ai 25 ans. 25 ans. J'ai 25 ans en ce moment-là. Et là, tu as déjà un employé dedans ou tu as déjà du monde dedans ou... Alors non, là, l'employé, en l'occurrence, étant donné que niveau financier, sur la fin, c'était extrêmement compliqué. Donc on avait dû malheureusement s'en séparer et puis le licencier. Donc là, je me retrouve vraiment, dès le lendemain de cette discussion, je me retrouve tout seul. Ok. Avec une société qui est censée tourner, faire un chiffre d'affaires. Voilà, qui fait un chiffre d'affaires, mais qui n'est pas saine financièrement. Clairement, alors ça, je ne peux pas le nier. Mais avec cette envie finalement, cette résilience de se dire, mais je peux pas laisser passer ça comme ça, je peux pas lâcher en gros le bébé en cours de route comme ça. Ça fait 2 ans qu'on bosse dessus, ça fait 2 ans qu'on développe, les gens commencent à nous connaître et je peux pas tout envoyer bouler comme ça et puis mettre la clé sous la porte. Ça, c'est vraiment un trait de ton caractère. On s'est rencontrés cette année. Cette année, il y a quelques mois. C'est un trait de ton caractère assez fort chez toi, le côté résilience et le côté
on n'abandonne pas, quoi. C'est ça. Peu importe ce qui nous met à genoux ou à terre, C'est ça. on trouve des solutions et puis on avance. Exactement. Tu as déjà à 25 ans, parce que pas tout le monde, sans la compétence métier, se Ouais. serait dit, bon, je vais reprendre une société Ouais, c'est compliqué. de chômage et de sanitaire. Mais donc, tu l'as fait. Et Ouais. encore aujourd'hui, c'est dans ton caractère de dire, bon, il y a des difficultés, mais au final, On trouve des résilience solutions. et on trouve des solutions. On trouve quoi. des solutions. Et à tout Ouais. problème, il y a sa solution. Ouais. À un moment donné, il faut juste les poser, les prendre les uns après les autres, et puis on trouve des solutions à tout. Ouais. À tout. Ouais, bon, et puis du coup, après, donc, tu relances la machine. Donc là, je me dis maintenant comment je fais. Ouais. Parce qu'on avait encore des mandats en Des cours. chantiers en cours. Des chantiers ok. en cours. Ouais. Le téléphone qui continue à sonner quand même. Donc, comment je fais? Et là, discussion avec mon père. Je dis, écoute, voilà la situation. Et puis là, on a une discussion avec son patron de l'époque Ok. qui comprend la situation puis qui l'autorise à venir me donner un coup de main, en gros, en dehors des heures. Donc ça, je peux que l'en remercier là, parce que sinon, non, je ne serais pas là Ok. aujourd'hui. Et on bosse le soir, le week-end, pour assumer ce qu'on avait en cours, terminer ce qu'il y avait en cours. Et fil en aiguille, vu que la société continue à tourner, on travaille, il y a des nouveaux mandats qui tombent. Et à un moment, je lui dis, mais viens bosser avec moi. Ok. Viens bosser avec moi, on a du travail. Le travail continue à rentrer. Tout seul, je ne pourrais pas, parce que je ne peux pas assumer moi tout seul le travail. De continuer comme ça, sur la longueur, à faire ça le soir et le week-end, c'est juste pas possible. Donc, viens avec moi. Et là, on est quoi, mi-2018, fin 2018, quelque chose comme ça. Et il me rejoint. Il démissionne de son poste où il était depuis 20 ans. Pour dire, je vais dans la boîte de mon fils. Exactement. Ok. Et puis ça, du coup, ça fait quoi? Ça fait il a tout juste pas 60 ans. Donc il y a déjà un certain âge, plus proche de la retraite que l'inverse. Donc c'est un gros risque. Un petit coup Il y de a la maison, poker, il y a la maison à payer. Ouais. Il y a quand même certaines charges qu'il faut assumer. Donc c'est clairement un coup de poker à ce moment-là. Et il me rejoint. Donc la société finalement repart, mais on se traîne des ardoises. Donc on remonte, les ardoises nous rattrapent, on redescend, Ouais. on remonte, on redescend. Puis à un moment donné, ça je te dis, septembre 2019. Septembre-octobre 2019. Là, finalement, trop de problèmes nous rattrapent d'un coup. Et puis, en termes de liquidité, finalement, on n'arrivait pas à suivre parce qu'avec le délai de paiement des clients et autres, Ok. ça devenait ultra compliqué. Et là, entre deux, donc période compliquée financièrement, mon père se blesse à ce moment-là. Ok. Donc vraiment sur le chantier au niveau de l'épaule. Il se blesse, compliqué. Et là, finalement, les problèmes nous rattrapent. Faillite de Sanitaire Metz ARL en 2019. Donc, de nouveau, un coup dur. Mhm. Et C'est important qu'on en parle parce que c'est la vie de beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs. Hein. Et clairement, et je pense qu'on n'en C'est- parle pas assez en Suisse, et c'est un sujet tabou en Suisse, la faillite, Oui. parce que c'est vu comme finalement un échec, Mhm. en gros qu'on a raté, qu'on n'a pas réussi, et vraiment c'est vu négativement. Tu l'as mal vécu. Alors enfin, moi je l'ai hyper mal vécu Ouais. à ce moment-là, parce que mais je me dis là c'est terminé. C'est vrai que cette différence de mentalité, alors peut-être qui vient de la France aussi, aux États-Unis, ils sont plutôt à dire il faut faire faillite 3 fois avant d'être Clairement. un bon entrepreneur. Ouais. Chez nous, c'est vrai que l'échec est plus compliqué à avaler. Alors ça c'est certain. Autant personnellement, parce qu'on est éduqué comme ça, Ouais. je présume, et autant aussi sur le regard et l'entourage, enfin, de ce que les gens posent sur, enfin, le regard qui est posé sur nous en Clairement. tant qu'entrepreneur, quoi. Donc, ok. Clairement. Et donc là, je me dis, il y a mon père dans le lot quand même. Donc il y a quand même une certaine, pour moi, j'ai un certain poids sur les épaules, une certaine responsabilité, parce que finalement, il a quitté un job où il était peinard, où il était depuis 20 ans, avec certains avantages qu'il n'avait plus là. Mhm. On avait encore des chantiers en cours à assumer. Ouais. Donc quand tu as la faillite, c'est quand même sacrément dur parce qu'on te bloque tout. Ouais.
bloque tout. T'as la main sur plus rien. C'est de la paperasse dans tous les sens. On vient t'attaquer Donc de tous les côtés. liquidation est complète, quoi. Ouais. C'est pas évident quand tu te retrouves à l'office des faillites à devoir discuter, assumer et puis finalement parler de tout ça. Et là, de nouveau, je me dis, une fois que tu t'es pris la claque, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a beaucoup de encore gens des envie, clients, le téléphone d'arrêter. continue à sonner. Ouais. Donc je me dis, mais on peut pas. De nouveau, Vous étiez combien ? Vous étiez que les deux à ce moment-là ou vous étiez juste pour que je comprenne Alors, il y a eu du va-et-vient en termes de personnel. Ça aussi, vraiment. entre 2 et 4 personnes. Ouais, exactement. Là, okay. à un moment donné, courant 2019, Okay. mon frère est venu travailler avec nous à un moment donné pour l'administratif. Ok. Parce que du coup, moi, je donnais un coup de main à mon père sur le chantier, en l'occurrence, à ce moment-là. Et mon frère, comme il est employé de com, est venu nous donner, puis à ce moment-là, avait quitté son emploi, c'était à la fin de son apprentissage, je ne sais plus exactement. C'est une vraie entreprise familiale. Il était venu nous c'est pas l'idéal, hein, clairement, mais il est venu nous donner un coup de main à ce moment-là, et puis pour gérer vraiment cette partie administrative, parce que moi, je n'arrivais plus suivre. Je n'arrivais plus entre chantier, admin, faire les devis, facture, ça devenait ingérable. Ouais. Et donc là, il a quitté, c'était quoi, été 2019, donc avant qu'il y ait un peu toutes ces histoires. Donc au moment où il y a la faillite, on n'était plus que deux. Il n'y avait que moi, que mon père et moi. Okay. Et là, je te disais de nouveau, ce côté résilient, dire mais on ne baisse pas les bras, qu'est-ce qu'on peut faire et là, je me dis, mais moi, on continue. On continue et je vais pas me laisser abattre. C'est de nouveau une pierre d'achoppement, c'est une encouble sur mon trajet, sur mon parcours, mais c'est pas une fatalité. Et qui te sert aujourd'hui certainement. Alors clairement, parce que tu fais plus les mêmes erreurs. Principe, ce genre d'erreur, tu les fais une fois, pas deux. Pour que je comprenne bien, ils viennent te chercher du matériel ou on en est à ce niveau-là ou... Disons que entre guillemets, la chance que j'avais par rapport au matériel à cette époque-là, c'est que vraiment c'est mon père qui avait amené tout le matériel, tout l'outillage. Donc, il n'y avait pas grand-chose à prendre dans la société à proprement dit, parce que la partie que mon ex-associé avait amenée, lui, finalement, il l'a récupérée quand on s'est séparés. Et là, mon père m'avait aidé énormément du point de vue outillage et matériel qu'il a accumulé au fil des années. Pour dire, maintenant, ça fait un peu plus de 40 ans qu'il est dans le domaine. Donc, au fil des années, tu accumules du matériel. Donc 23 mais effectivement, ans... on se pointe clairement chez toi. Hein. On se pointe chez toi, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut récupérer, puis où on peut récupérer de l'argent. Ouais, ça fait donc mal. C'est pas évident. C'est pas évident. Et là, de nouveau, des fois, je me dis, mais faut être un peu timbré, parce que après tout ça, te dire, mais je continue. Faut trouver une solution, et puis on va de l'avant, et puis on relève la tête, et puis on développe. Mais qui est quand même un point commun chez énormément d'entrepreneurs, c'est que j'en connais peu qui n'ont pas d'histoire où ils se prennent des grosses baffes, si je peux dire ça comme ça. Chacun à notre niveau et chacun à de différentes manières. Clairement. Mais c'est quand même souvent des grosses ruptures ou des grosses fractures qui font que il y a des boîtes après qui réussissent ou qui se pérennisent ou qui ce côté résilience au final de jamais abandonner. Ce côté résilience et puis orienter solution, parce qu'à un moment donné c'est pas une fatalité. Il y a vraiment, comme j'ai dit avant, il y a une solution à tout problème. Il faut juste à un moment donné, même quand tu es submergé, te dire ok, stop, prendre un pas de recul, poser tous les problèmes et puis les prendre les uns après les autres. Tu peux pas tout faire en même temps. Donc, par degré d'urgence, tu les prends un après un et puis tu les règles. Et c'est ça un petit peu avec les années où que j'ai appris à faire surtout, puis à dire ok, souffle un coup, respire et puis comment est-ce qu'on règle. Et c'est marrant parce que ça va dans les deux sens. Quand tu n'es pas expérimenté, moi souvent je me voyais comme un pompier, je voyais tout en feu et puis j'étais le pompier qui venait balancer des seaux d'eau avec mes seaux troués. Puis après, avec l'expérience, tu commences à structurer cette manière de penser. Tu acceptes aussi qu'en fait, il n'y a pas d'arrivée ni de départ. C'est juste une continuelle, c'est continu en fait. Et puis tu auras chaque semaine, chaque jour, soit des micro-problèmes, soit des gros problèmes.
Après, il y a plein de méthodes qui aident à dire, OK, ce gros problème, je vais le découper en 15 petits Bien problèmes sûr. pour le résoudre. Mais c'est vrai que cette faculté de se dire, mais en fait, comme quand demain tu veux courir un marathon, quoi. Ouais. Il va falloir commencer par faire 1 kill, 2 kills, 10 kills, 15 kills. C'est ça. C'est la même chose. C'est ça. Donc, je pense que la résilience, quand même, et dans ton cas spécifiquement, où là, en plus, il y a quand même pas loin d'un des éléments les plus durs, c'est-à-dire rupture d'associé, plus encore faillite derrière, c'est quand même ce qui peut arriver de plus vache, on va dire, en entreprise. Clairement. Et aujourd'hui, tu serais aussi pas... on ne serait pas rencontrés, Non, tu ne serais pas non, à cette table sans la clairement, résilience, clairement, sans j'en serais- cet état d'esprit, quoi. J'en serais pas là. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand tu essaies de développer, de relever une structure après une faillite, mine de rien, tu as des fournisseurs, tu as des gens avec qui tu travaillais avant. Finalement, ça rompt une confiance. Dégâts d'image, C'est- dégâts de c'est- notoriété. C'est Ouais. c'est lourd. C'est Mhm. lourd vraiment de conséquences. Et finalement, de regagner cette confiance-là auprès des gens avec qui tu travaillais, c'est pas évident. Mhm. Et surtout que moi, j'ai fait le pari de garder le même nom. Ouais, j'allais y venir. C'était donc bien Donc, Saniterm qui a fait faillite. Exactement, Saniterm donc qui il y est a bien resté. Saniterm et SARL, donc la raison sociale Saniterm et SARL qui a fait faillite. Et ce que j'ai fait, c'est que comme je m'étais lancé à la base en informatique, je me suis dit, mais j'avais cette société, entre guillemets, dormante qui faisait de l'informatique, mais que je Ok. n'utilisais plus parce que je m'étais réorienté directement sur le chauffage et le sanitaire. Je me suis dit, mais ok, comment je peux faire pour garder ce nom Saniterm? Mhm. Parce que ça me tient à cœur, ça fait des années maintenant que j'essaie de le développer, les gens nous connaissent sous ce nom-là, et je voulais pas qu'on me colle l'étiquette du type finalement qui a raté, et puis qui relance une boîte sous un autre nom, et puis qui change d'image en gros. Ouais. Et ça, je voulais vraiment absolument éviter, je le voulais pas, pour moi c'était vraiment, j'avais mis un point d'honneur là-dessus, à garder le même nom. Je dis bon, j'ajoute dans le but de ma société existante que j'avais pour l'informatique, le chauffage et le sanitaire pour que je puisse travailler légalement par rapport à ça. Je me suis dit, mais le nom Saniterm, je le dépose comme marque. Mhm. Puis on m'a dit, ah mais t'es malade, ça va jamais fonctionner, tu peux pas faire ça. Je me suis dit, moi je le fais. Ok. Donc je me suis connecté en ligne sur le registre des marques suisses. Ouais. J'ai rempli la demande, j'ai déposé le nom et le logo comme marque de ma société inscrite au registre du commerce actuellement. Ok. J'ai reçu ça 2-3 semaines après, je ne sais plus exactement. Donc le joli paplard qui dit ok que la marque t'appartient pour 10 ans ou 20 ans, je ne sais plus exactement de tête. Et à ce moment-là, je me dis ok, je peux facturer avec ma société existante, je peux utiliser le nom Saniterm parce qu'il m'appartient, Mhm. c'est une marque déposée. Donc feu départ, maintenant il ne reste plus qu'à relancer l'activité, relancer quoi. l'activité, puis à recommencer à travailler. D'ailleurs, dans cette relance d'activité, parce que du coup, tu avais l'expérience des erreurs passées, Oui. de ce qui n'avait pas fonctionné. C'est quoi? Alors, peut-être, qu'est-ce que tu as changé pour relancer cette activité, pour la pérenniser? Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que c'est toujours la même activité Oui, qui est en toujours, cours. ouais. Ça Toujours, tourne, ouais. voilà. Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as réadapté? Est-ce que ton papa travaille toujours avec toi? Enfin, voilà, juste pour que je comprenne après, qu'est-ce qu'au final, tu as modifié après cette claque, Ouais. au final? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement, hormis de garder le nom, mais d'un point de vue structurel, d'un point de vue mindset, voilà. Alors, Qu'est-ce que tu as du fait? point de vue structurel, donc comme je le disais un peu avant, mon père s'est blessé juste avant finalement la déclaration en faillite, après tout ce bourbier qui a suivi, si je peux dire ça comme ça, vraiment. Donc, il ne pouvait plus travailler sur le chantier. Donc, il avait vraiment un problème d'épaule. Il a enchaîné vraiment 2 ans de physio, d'examen à droite, à gauche, où il ne peut plus porter de charge lourde de par son épaule. Et il a toujours navigué autour, à apporter des conseils et puis des orientations sur le travail, mais il ne pouvait plus le faire lui-même. Donc j'ai dû engager, j'ai dû recruter. Et là, un pari assez fou, je ne sais pas vraiment, mais j'ai recruté quelqu'un pour l'admin, d'abord, et ensuite quelqu'un sur le terrain. Donc il y a eu, j'avais vraiment mon père qui naviguait là, mais plutôt pour orienter pour l'expérience terrain. Ouais.
La partie admin, où j'avais Accompagnement vraiment, plutôt, voilà, ouais, où conseil. j'avais pour la partie admin quelqu'un qui était vraiment une responsable administrative qui s'occupait de tout l'admin. Moi, je voulais me concentrer sur le développement de la boîte. Mhm. Donc vraiment à 100% là-dedans, faire rentrer de nouveau des jolis contrats et développer dans ce sens-là pour pouvoir engager et puis croître de cette manière. Mhm. Donc là, on a fait grosso modo 2 ans comme ça. Et puis après, mine de rien, avec les employés, le souhait de la personne que j'avais pour le chantier, d'aller voir d'autres horizons, ce qui est normal aujourd'hui dans une structure. Et erreur que j'ai fait à ce moment-là aussi par rapport à ma responsable administrative, c'est qu'elle était à 50% à ce moment-là. Mhm. Elle m'avait émis le souhait de monter son pourcentage à 80. Ok. Et là, grosse erreur. Pourquoi ? Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur de ne pas pouvoir assumer un salaire à 80%. Ok. Et je ne lui ai pas augmenté son pourcentage. Alors que ça fonctionnait du feu de Dieu. Vraiment, l'admin était impeccable. J'avais vraiment rien à dire par rapport à ça. En 2 ans, elle me faisait même, elle a appris les pièces, elle commençait à me faire les offres. Donc des offres simples, c'est elle qui les faisait. J'avais plus qu'à contrôler. Donc vraiment, elle m'abattait du travail, un truc de malade. Et là, vraiment, cette peur financière de nouveau de me retrouver en fait dans les erreurs passées. Ok. Et T'avais pas de fond de roulement non, c'était ok. vraiment compliqué. Alors on tournait, mais toujours à flux tendu en fait. Ok. Et j'avais vraiment cette crainte de ne pas pouvoir assumer son salaire et que je me retrouve dans la même situation qu'avant. Donc du coup, je lui dis non. Je lui dis non. Donc tu penses bien que elle a cherché ailleurs, elle a trouvé ailleurs un pourcentage plus élevé. Plus élevé. Elle est partie. Donc tu as dû recruter à nouveau, recommencer. Et là, tout le processus de recrutement, mais de nouveau dans l'urgence, parce que finalement, le job, il y avait une quantité de job astronomique. Moi qui naviguais à droite, à gauche, finalement, tu fais rien de bien en faisant un petit peu par-ci, par-là. Et recrutement en urgence. 6 mois après. Hein. Je vois donc 6 mois après. Je vois dans ton regard que... c'était une période compliquée de nouveau. C'était vraiment la tempête qui arrive. Donc 6 mois pour réengager quelqu'un et avoir quelqu'un à l'admin. Donc 6 mois faire tout seul ce que j'aime pas faire. Parce que l'admin et moi, ça fait 2. C'est clairement pas... Et pourtant... c'est le cœur de alors, quel clairement business. Ouais. Clairement. C'est pour ça, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, si vous pouvez engager tout de suite pour cette partie, si c'est pas ce que vous aimez faire, engagez. Ouais. Engagez, déléguez cette partie-là parce que c'est pour moi 50% d'une entreprise. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là parce que nous-mêmes, il nous a fallu très très longtemps. Mais, moi, j'avoue être encore partagé sur le sujet aujourd'hui. Je suis quand même content d'avoir bien fait ça moi-même pendant des années, parce qu'au moins comme ça me permet de comprendre s'il y a des erreurs, enfin de pouvoir analyser le travail de quelqu'un d'autre aussi si j'embauche. Oui. Mais c'est vrai que si on n'est pas bon ou si on n'a pas l'envie de le faire, effectivement, déléguer cette partie-là, c'est crucial, quoi. À quelqu'un toujours de confiance et qui maîtrise aussi la manière de faire, parce que chaque business est bien spécifique. Ah bien sûr, ça c'est clair. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que finalement d'être passé par la case je le fais moi-même, finalement tu as cette expérience de te dire ok, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ce qui te permet de déléguer. Déléguer c'est bien. Mais d'avoir un œil sur ce qui se passe. Alors, déléguer sans savoir ce que tu dois déléguer et comment le déléguer, c'est un problème. Oui, parce que de déléguer et puis de lancer la patate chaude et puis de dire en gros débrouille-toi et puis de ne pas garder un œil sur ce qui se passe, c'est très, très, très dangereux. Et il n'y a rien de pire que si tu as des erreurs dans la partie financière de la boîte. Clairement, c'est un gros problème. Des fois, ça peut être des petites choses, mais...
j'ai eu dernièrement une expérience toute simple, vraiment toute simple, où on a essayé d'automatiser une partie de facturation automatisée, on va dire. Un tout petit bug dans le système où un nom de client a été remplacé par un autre nom de client. Ce client commençait à recevoir les factures de l'autre client parce que c'était automatisé. Et du coup, on voulait tester le système parce que voilà, avec l'IA et tout ça prend vie. Bon, ben voilà, il y a quand même un téléphone derrière qu'il faut avoir où il faut quand même s'excuser. Qui n'est pas forcément agréable, quoi. Mais rien de mal au final et rien de grave. Mais c'est vrai que de la vérification, de quand même suivre et vérifier, enfin, de savoir ce qu'on fait, c'est quand même hyper important. C'est hyper important. Ouais. Donc là, voilà, 6 mois après le départ de ma collaboratrice, engagement, embauche en urgence. Pas le bon profil, pas le profil adapté finalement à ce poste-là. Donc, en compétences, j'ai rien à dire, mais au niveau soft skill, vraiment le savoir-être, savoir-vivre, ça matchait pas. Ça matchait pas. Donc, finalement, cette personne-là a fait 3 mois, grosso modo, et 3 mois après, rebelote. Okay. Même problème, personne, pendant plus de 6 mois. Donc là, 6 mois après, de nouveaux recrutements. Là, j'avais 3 personnes que j'avais sélectionnées. Puis j'ai fait le choix de favoriser la jeunesse. Erreur que j'ai faite de nouveau, c'est, comme on discutait là tout à l'heure, c'est d'avoir tout délégué. Et puis vraiment l'entièreté sans garder un œil sur ce qui se passe. Ouais, toi, tu avais envie de te débarrasser de quelque chose qui te pesait, tu ne pouvais pas avancer dans exactement, ce que tu voulais parce faire, que si tu cumules, on a passé pratiquement une année sans personne finalement à l'admin, en faisant moi-même le soir quand j'avais le temps, et puis en faisant rien de bien en fait. Il faut le dire, il faut pouvoir le dire aussi quand on fait rien de bien. Et là, de me dire, ok, c'est bon, j'ai quelqu'un, je lui balance la patate chaude et puis elle va se débrouiller. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je trouve hyper intéressant là, tout le parcours que tu racontes, parce qu'on peut vraiment bien identifier les... en fait, tu t'es trompé à plusieurs reprises. Oui. En fait. Mais ce qui est normal et ce qui est humain, c'est le truc, c'est... on n'apprend pas à faire du vélo en une fois, comme tout. Et puis du coup, j'aime bien cette idée de dire, en fait, je me suis trompé tous les 6 mois, j'ai fait une bourde. et puis dans l'entrepreneuriat aussi, une erreur sur... donc, je dis dans les PME, dans les boîtes où on est entre... surtout dans les boîtes où on est entre 2 et 15, voilà. L'embauche, les RH, le côté l'humain, au final... si tu fais un mauvais choix stratégique ou qu'il y a rupture de confiance sur quelqu'un, c'est dur. Ta boîte, elle peut être mise à mal profondément s'il y a une erreur de casting. C'est ultra compliqué cette partie recrutement parce que finalement, c'est un métier. Ouais, RH, c'est un métier. Et c'est pas le nôtre. À la base. C'est pas le nôtre, on apprend à le devenir. On apprend à le devenir, mais la problématique qu'on a, en tout cas que moi j'ai vécu toutes ces années, que j'ai appris maintenant, dernièrement en fait, à faire abstraction d'une partie, c'est le côté émotionnel. C'est que tu as des gens en face de toi et mine de rien, sans le vouloir, tu t'attaches entre guillemets à ces gens-là, et puis tu as l'émotionnel qui prend le dessus, puis t'as pas envie qu'il y ait cette cassure, cette rupture en fait. Donc tu t'entêtes et tu t'obstines à dire ok, mais ça va aller, on va trouver des solutions. Mais à un moment donné, quand ça va pas avec un profil, il faut avoir ce pas de recul et puis faire abstraction de ce côté émotionnel, dire ok, tu réponds pas aux objectifs, ou finalement le côté caractère matche pas avec la vision de la boîte, avec ma vision. Donc il faut qu'on arrête, il faut que les routes se séparent. On en parlait en off, on a les deux ce côté émotionnel, on va dire bon copain, bon pote, très développé. Et puis chacun a une psychologie différente par rapport à l'entrepreneur, le patron qui veut être et tout ça. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est effectivement le fait de noter des objectifs qui sont pas liés à de l'émotion, mais qui sont liés à... Il y a des choses plus mathématiques ou plus chiffrables, ou ce genre de choses. Ça m'aide aussi à analyser si c'est bon ou pas bon. Mais c'est vrai que d'être trop lié à cet émotionnel et trop
enfin moi j'en suis très fier parce que voilà, mais ça peut aussi mettre en péril ta boîte et ta boîte au final tu peux mettre en péril le travail de 5, 6, 10, 15, 20 personnes C'est ça, parce qu'en fait t'es pas vraiment capable de prendre des décisions en tant que patron, en c'est tant que ça. dirigeant. Et ça, c'est un apprentissage qui est dur parce que des fois, il faut savoir être dur, des Oui. fois, il faut savoir être à l'écoute, etc. Mais on peut pas non plus être tout le temps trop sympa. Non, non. C'est la Il- société, quand même, avant tout aussi, des fois. Quoi. Clairement, il faut vraiment avoir un juste milieu, puis jauger un petit peu. Il y a des moments où tu peux être, entre guillemets, copain, et puis il y a des Mhm. moments où tu dois vraiment avoir la casquette du boss, et puis là, Ouais. ok, c'est comme ça. Bah, diriger le bateau. Voilà. Quoi. Si l'iceberg il arrive vraiment devant, exactement dire on va à droite tel ou à gauche. capitaine, Quoi. Ouais. tel capitaine, et puis c'est toi qui mène finalement toute cette barque, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué à faire, surtout quand tu es quelqu'un d'émotionnel à ce niveau-là. Et puis surtout, de nouveau, il n'y a personne qui te l'a appris. Donc tu l'apprends Ouais. sur le tas, Sur au le jour tas. le jour. Et c'est ça qui est compliqué aussi. Ouais. C'est ça qui est compliqué. Donc finalement, plein de petites erreurs comme ça, enfin des erreurs non, mais des mauvais recrutements, des mauvais choix ont fait que finalement, tu es au top, tu redescends parce que les problèmes te rattrapent. Tu passes des moments avec personne à certains postes clés. Mhm. Et c'est ça qui a un peu régi ma carrière, si Ouais, je peux dire ça comme ça. Non, mais alors après, aussi peut-être pour parler peut-être du présent et d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la société se porte bien. Oui. Toutes ces épreuves-là, peut-être, toi, de manière globale et générale, Ouais. qu'est-ce que tu en tires comme leçon au final de, je sais pas si on peut appeler ça des faux pas ou Ouais. des épreuves ou comme tu veux, mais maintenant avec l'expérience que tu as, parce qu'aujourd'hui tu as quoi? Tu as plus de 10 ans d'entrepreneuriat dans je les suis pattes. entrepreneur depuis 2015, donc ça veut dire Voilà, que donc bientôt, l'année prochaine, voilà. donc juillet 2015, Voilà. ça fera 2025, ça fera 10 ans. 10 ans, voilà. Donc, qu'est-ce que tu en tires de manière globale aussi, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, pour dire, on a bien compris qu'il y a eu ces épreuves. De manière générale, pour toi, c'est quoi soit la philosophie ou des conseils que tu pourrais donner à soit quelqu'un qui a déjà une société ou quelqu'un qui va se lancer dans cette aventure-là. Je serais intéressé d'avoir une sorte de globalité de ce parcours. Alors, pour moi, le point le plus important, et je pense carrément à faire une fresque au bureau avec ce mot-là, c'est la résilience. Pour moi, c'est le plus important parce que, de nouveau, un problème, un faux pas, une chute n'est pas une fatalité. D'accord ? On peut s'en relever, on peut, et puis en grandir. Moi, tout mon parcours, finalement, j'ai appris dans la douleur, en faisant des erreurs, qu'elles soient plus ou moins grosses. Mais c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui, et c'est ce qui fait que j'ai une vision claire maintenant de où je veux aller. Ouais. C'est en ayant fait des choix, des bons ou des mauvais, je ne sais pas finalement si c'est un bon ou mauvais. Est-ce qui me rapproche de mon objectif, oui ou non ? Mhm. Donc c'est ça qui détermine un petit peu mon parcours. Puis mine de rien, un conseil que je peux donner, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Mhm. Et Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous mais fréquentez le plus. c'est exactement ça. On l'entend beaucoup, on l'entend partout, par tout le monde. Mais c'est ça. C'est concrètement ça. Et c'est hyper important d'avoir des gens autour de toi qui ont la même entre guillemets, vision que toi, ou qui peuvent faire la part des choses et puis te dire attends, mais là tu es en train de partir en cacahuète complet, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de vision, je trouve aussi intéressant d'expliquer qu'on s'est rencontrés cette année. On n'a pas du tout les mêmes domaines. On s'est rencontrés via un coaching, toi et moi. Ce qui est pour moi très frappant dans ce que tu viens de dire, de s'entourer des bonnes personnes, c'est que je pense qu'on a toutes et tous remarqué cette année qu'en étant ensemble, entre entrepreneurs, on avait 90% des problématiques qui étaient similaires. Clairement. Que 2, on avait une facilité à se comprendre en quasi automatique après même pas un quart d'heure de discussion. Ouais. Et qu'il y a des amitiés qui sont devenues très vite très fortes parce qu'en fait, dans tous les chemins de vie, on peut tirer les similitudes des 10 dernières années. Et donc, cette année, on était entouré de gens qui ressemblaient plus à nos profils, entrepreneurs et tout ça.
Toi et moi, on en a aussi discuté, on a pris conscience de cette importance. Là, on l'a ressenti. Bien sûr. Cette importance d'être entouré de gens qui nous écoutent vraiment, qui comprennent vraiment et qui ne sont pas juste là à comment dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vivre. Il faut vivre cette vie d'entrepreneur pour la comprendre et pouvoir Clairement. en discuter. Ouais. Moi, je dis toujours, si j'avais su avant, je ne l'aurais jamais fait, mais aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir fait, dans le sens que le chemin n'est pas si simple à avaler Non. quand tu sais toutes les baffes qu'on se prend, mais à force de résilience, et je trouve le mot est très juste, on avance. Toi, par rapport à ça, par rapport aussi à le fait qu'on soit fait un peu accompagner cette année, est-ce que ça t'a ouvert des portes, ce fait de ce regroupement d'entrepreneurs, est-ce que ça t'a ouvert une vision, une clarté sur l'avenir? Alors clairement, moi, ce qui m'a concrètement changé cette année, c'est finalement cette immersion qu'on a fait à Dubaï. Alors, de nouveau, pour la région ici, malheureusement la Suisse, c'est qu'on parle de Dubaï, on voit tout le gros, l'argent et tout le tralala. Mais les gens ne se rendent pas compte de te retrouver avec des entrepreneurs dans un cadre comme Dubaï qui a une énergie entrepreneuriale de dingue. C'est un truc inexplicable. Donc de se retrouver là, les quelques jours qu'on a passés ensemble dans une salle de conférence, des entrepreneurs, comme tu le disais, on se rend compte qu'on a les mêmes problèmes. On est issus de domaines complètement différents, mais on a les mêmes problématiques. Un entrepreneur, qui soit dans la communication, dans le chauffage, qui soit informaticien, qui soit bûcheron, il a exactement les mêmes problèmes. Tête dans le guidon, problème de... Mais c'est exactement ça. Et finalement, de pouvoir échanger et d'être en petit groupe. En petit groupe qui se comprend, on s'est très vite constitué un petit groupe. Et puis d'ailleurs, on est toujours en contact avec tout le monde. Et ce côté... je te pousse quand tu as un coup de mou. Je regarde, je m'intéresse à ce que l'autre, dans quel position il est aujourd'hui, à quel stade il est aujourd'hui. S'il est dans un creux, on va essayer de le booster, de le pousser en avant pour pas lâcher. Et moi, c'est ce côté-là que je trouve génial. C'est le partage, l'échange, il n'y a pas de jugement. Et partage de valeurs. Parce clairement. Que c'est vrai qu'on a tous eu beaucoup à faire à au final, une incompréhension autour de nous où soit on est les patrons, donc on n'est pas les plus gentils du monde, et etc. Ou alors juste un ça va aller tout bête. Alors qu'en fait, on est dans des recherches, ce que tu as dit avant, on est dans des recherches de solutions et de conseils. Et d'ailleurs, même nous, on aime être coaché, accompagné et conseillé parce qu'on n'a pas toutes les réponses. C'est pas parce qu'on gère des sociétés, quoi que ce soit, on est toujours en apprentissage. Et ça, c'est vrai qu'on a retrouvé ça, cette force du groupe, de se conseiller, de s'entraider. C'est vrai que ça, c'est hyper puissant. C'est top. Et puis pour moi, vraiment, il n'y a pas de jugement. C'est que tu peux parler librement de ton parcours, tes challenges quotidiens. Et finalement, le cerveau collectif fait que tu trouves des solutions et puis on ne te juge pas. On essaie vraiment de te pousser en avant, de t'apporter des tips. Ça, je trouve ça extraordinaire, quoi. On est déjà à la fin de ce podcast. J'ai beaucoup aimé un parcours hyper riche d'expériences. On a beaucoup parlé aujourd'hui de ces blessures, ces failles et tout ça, mais qui t'ont permis aujourd'hui d'avoir une société qui tourne bien et je t'en félicite. Peut-être comme mot de la fin, pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre, hormis la résilience, quelque chose que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent? Ce que j'aimerais dire, c'est vraiment lâchez rien, suivez vos rêves. Et c'est pas parce que vous êtes parti dans une voie que vous pouvez pas changer et puis partir dans toute autre chose. Donc vraiment, suivez vos rêves et allez-y à fond, lâchez rien. Magnifique. Voilà. Écoute, merci infiniment. Merci à toi, Maxime, de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Et puis, à bientôt. À plus. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial.
Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!